Bienvenue chez Détective Eternos. Ce soir, nous suivons Miss Marple dans un mystère terrifiant, l'ombre du beffroi. Une cloche sonne sur un village effrayé, une présence invisible laisse un avertissement silencieux, et un secret longtemps enfoui attend d'être découvert. D'où nous rejoignez-vous? Tirez les rideaux, installez-vous confortablement et laissez le mystère commencer. La cloche de l'église Saint Mildred résonnait dans l'air de fin septembre, solennelle et joyeuse à la fois, appelant les villageois de Saint-Aldite à la fête annuelle des récoltes. Pommes dans des paniers polis, pins tressés et dorés, chrysanthèmes et dahlias aux couleurs automnales bordèrent la nef. Miss Marple, coiffée d'un élégant chapeau gris à voilette, prit sa place habituelle vers le banc du milieu, d'où elle pouvait à la fois observer le sermon du curé et surtout observer ses voisins. La fête avait toujours été un moment de convivialité et de fierté villageoise. Pourtant, en jetant un coup d'œil autour d'elle, Miss Marple sentit, sans même avoir besoin d'entendre un mot, que des tensions vacillaient sous la surface. Madame Price Ridley, le dos raide et sévère, renifla d'un air désapprobateur le chapeau plutôt osé de la jeune Lucy Bartlett. Le colonel Faversham chuchota trop fort au sujet du scandale avec le sonneur, tandis que Madame Simpkins jetait des regards inquiets vers le beffroi, comme si elle s'attendait à ce qu'il s'effondre. Lorsque le dernier cantique fut terminé et que l'assemblée sortit sous le soleil vif, l'air s'emplit de bavardages, de rires et du bruissement des manteaux du dimanche. Une table de scones, de confitures de prunes et de thé forte avait été dressée sur la pelouse du presbytère. Miss Marple, tasse à la main, écoutait poliment Madame Bantry raconter son dernier triomphe avec les chrysanthèmes, bien que son regard bleu pâle se soit porté vers le clocher imposant. Le clocher de Saint Mildred l'avait toujours fasciné. Son ombre s'étendait longuement sur la verdure, assombrissant les joyeuses décorations, comme pour rappeler des temps plus anciens et plus austères. Cette année, cependant, des rumeurs circulaient au sujet de l'étrange nouveau bedeau, M. Hale, arrivé seulement 3 mois auparavant, et de querelles concernant la caisse de l'église. Miss Marple savait que les murmures valaient souvent bien plus que les faits. Ce fut Lucy Bartlett qui poussa un cri la première, un cri aigu qui interrompit le joyeux brouhaha des voix et réduisit au silence même le colonel Faversham au beau milieu de son anecdote. La foule se retourna, surprise, et la vit debout, au pied des marches du clocher, la main gantée sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. En quelques instants, plusieurs villageois accoururent. Le vicaire lui-même, pâle sous son col clérical, descendit les marches de pierre d'une démarche chancelante, les lèvres frémissent en une prière. Puis vint le murmure, lent, horrifié, qui s'amplifie à chaque instant, que quelqu'un avait été retrouvé dans le clocher. Quelqu'un de mort, sans aucun doute. On appela la police, mais personne ne quitta les lieux. Les scones étaient oubliés, le thé refroidissait dans les tasses. Les ragots, riches et rapides, jaillirent aussitôt. De qui s'agissait-il? Était-ce un accident, une chute, ou quelque chose de plus sombre? Miss Marple, toujours assise et silencieuse, posa soigneusement sa tasse sur la table et ajusta son voile. D'après son expérience, les villages ne dissimulaient pas souvent les accidents dans leurs clochers. Des secrets, certes, des querelles, certainement, mais rarement des accidents. Elle joignit les mains et attendit, l'air doux. Elle savait qu'avant longtemps, elle apprenait non seulement qui gisait mort dans l'ombre, mais aussi lesquels de ses voisins avaient des raisons de craindre la vérité. Les marches du clocher n'avaient jamais vu un tel rassemblement. La fête des moissonneurs, qui aurait dû se terminer dans des hymnes et des acclamations, se transforma en un groupe de villageois blottis, chuchotant, fixant du regard et tendant le cou vers la tour. Le cimetière, avec ses pierres tombales couvertes de mousse et son lierre frisé, parut soudain plus froid, bien que le soleil ne soit pas encore couché. Lucy Bartlett, pâle mais visiblement ravie de sa soudaine notoriété, répéta son histoire avec les fioritures qui convenaient. « Je n'étais pas allée chercher mon ombrelle, déclara-t-elle à un groupe d'auditeurs impatients. Et quand je levai les yeux, oh, c'était épouvantable. La silhouette était affalée contre le cordon de la sonnette, la lumière de la fenêtre lui éclairant le visage. Complètement sans vie, je vous l'assure. J'ai failli m'évanouir. Qui était-ce? Demanda Madame Price Ridley, les lèvres fines pincées. N'hésite pas, ma fille. La police nous le dira bien assez tôt. Mais si tu as vu le visage... Je crois que c'était Monsieur Denholm, murmura Lucy d'un ton dramatique. Le trésorier de l'église. Je l'ai deviné à son gilet. Il portait toujours cette horrible couleur moutarde. Un murmure parcourt la foule. Monsieur Arthur Denholm, trésorier des fonds paroissiaux, était un homme routinier et respectable. Célibataire de 55 ans,
Méticuleux en matière de comptabilité, il ne souriait jamais, sauf en voyant ses calculs. Le retrouver sans vie dans le beffroi lors de la fête même qu'il avait contribué à financer provoque un profond malaise. « Impossible !» fulmina le colonel Faversham, la moustache hérissée. « Denholm était en assez bonne santé ce matin. Je l'ai vu porter un panier de pommes. S'il est mort, il doit y avoir une méchanceté à l'œuvre. »« Oh, ne soyez pas absurde, colonel, » renifla Madame Price Ridley. « Les gens tombent malades, même subitement. Inutile d'invoquer des méchants là où il n'y en a pas. » Le vicaire, toujours pâle, sortit de la sacristie en se tordant les mains. Le connétable a été appelé. En attendant son arrivée, je demande à chacun de garder son calme. S'il vous plaît, ne spéculez pas. Mais les spéculations avaient déjà pris racine, se multipliant comme des orties. Madame Bantry murmurait que M. Denholm avait des ennemis, sans pouvoir en nommer un immédiatement. Le jeune Tom Bartlett murmurait que Denholm l'avait vertement réprimandé pour avoir gravi les marches du beffroi la semaine dernière. M. Simpkins insistait sur le fait que le trésorier s'était disputé la veille avec le nouveau bedeau, M. Hale, au sujet de fonds manquants. Chaque voix ajoutait une couche de doute, et bientôt la vérité fut ensevelie sous un amas de conjectures. Miss Marple, assise tranquillement sur un banc de pierre bas, écoutait sans interruption. Son regard, pâle et perspicace sous son chapeau impeccable, allait d'un visage à l'autre, remarquant les joues rouges, les lèvres tremblantes et l'éclat enthousiaste de ceux qui trouvaient dans la tragédie le piment de l'importance. Elle avait vécu assez longtemps à St. Mary Mead et avait visité St. Aldith assez souvent pour savoir que le premier réflexe d'un village face à la mort n'était pas le chagrin, mais le bavardage. Le bavardage, cependant, cachait souvent des bribes de vérité. Le gendarme, un homme corpulent nommé Reeves, arriva enfin à vélo, essoufflé par la montée. Il était vif, le visage rouge, et pas du tout habitué à s'occuper d'un meurtre, même s'il s'efforçait vaillamment d'afficher un air sévère. « Allons, allons, écartez-vous » ordonna-t-il en se frayant un chemin à travers la foule. « Pas de regard bouche bée. J'aurai besoin de noms, de dépositions, de beaucoup d'entre vous. » Il disparut dans la tour, ses bottes résonnant sur les marches de pierre. Les villageois se pressèrent sur les uns contre les autres, leur voix baissant mais devenant tout aussi intense. Madame Price Ridley déclara qu'elle s'était toujours méfiée de M. Hale, le nouveau bedeau, un étranger, vous savez, aucune référence valable, et trop intéressé par les contes de l'Église, à mon avis. Le colonel Faversham ricana, mais admet avoir trouvé cet homme un peu rusé. Lucy Bartlett ajouta, essoufflée, qu'elle avait un jour aperçu M. Hale près du beffroi après le crépuscule, mais qu'elle ne pouvait imaginer ce qu'il faisait là. De temps à autre, un visage se tournait vers Miss Marple, comme s'il attendait une déclaration de sa part. Mais elle se contenta d'un léger sourire et dit « Quelle tristesse, n'est-ce pas, pauvre M. Denholm, on ne sait jamais à quel point la vie est fragile. » Puis elle joignit de nouveau les mains, son regard se reportant vers l'ombre du clocher, comme si les vieilles pierres elles-mêmes pouvaient raconter une histoire. À son retour, l'agent Reeves semblait troublé. « Il s'agit bien de M. Denholm, » annonça-t-il d'une voix lourde. « La cause du décès n'est pas immédiatement apparente, mais je parie qu'il s'agit d'une maladie cardiaque. Un examen médical approfondi sera effectué, bien sûr. En attendant, le corps reste sur place jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur de Mushadam. « Cœur !» s'écria le colonel Faversham. « Bêtise. Denholm était aussi en forme que moi. Et on l'a retrouvé dans le beffroi, n'est-ce pas? Que faisait-il là-haut, sinon en bonne santé, et pour une bonne cause ?» Reeves lui lança un regard noir. « Ça ira, colonel. Ce n'est pas à nous de spéculer. » Mais ils spéculèrent. Certains affirmèrent que Denholm était allé remonter la corde de la cloche et s'était effondré. D'autres murmurèrent sombrement qu'il avait été poussé. Madame Bantry se souvint qu'il avait autrefois mal géré les fonds de la chorale et s'était fait plusieurs ennemis. Le jeune Tom Bartlett murmura de nouveau qu'on lui criait dessus. Chaque mot, passé de bouche en bouche, prenait une couleur nouvelle jusqu'à ne plus ressembler du tout au texte original. Au milieu du murmure grandissant, les pensées de Miss Marple errèrent tranquillement. Monsieur Denholm au beffroi, pourquoi s'était-il rendu là pendant la fête, laissant ses récits et ses conversations? Et si c'était vraiment son cœur, pourquoi avait-il choisi cet endroit solitaire et ombragé pour s'effondrer? La mort, songea Miss Marple, était une curieuse façon de révéler les vivants. Ce sont les survivants, avec leurs paroles rapides et leurs peurs encore plus rapides, qui se trahissaient. Le soir descend lentement sur Saint-Aldith. La fête des récoltes était abandonnée, les chrysanthèmes retombent dans leurs vases, les pins rassis. Les villageois rentrèrent chez eux, à contre-cœur, s'arrêtant à chaque porte pour confronter leurs théories.
Les lampes commençaient à briller aux fenêtres des chaumières, projetant de longs faisceaux sur les ruelles. L'ombre du clocher se profilait plus grande, plus sombre, comme s'il s'imposait sur le village lui-même. Miss Marple accepta l'offre de Madame Bantry de la raccompagner à sa chambre d'amis au presbytère. Elles s'assirent côte à côte dans la petite voiture, la vieille dame discutant des possibles maux de Denholm. Miss Marple écouta poliment, mais son regard resta pensif, fixé sur la tour qui s'éloignait. Elle n'avait aucune preuve, aucun indice. Seulement le léger malaise que la vie n'a pas échappé à Arthur Denholm par hasard. La nature humaine, elle le savait, avait 1000 masques, et sous chacun d'eux se cachaient des motivations, des griefs ou des peurs. Lorsqu'elle atteignit sa chambre, le village était silencieux, les ruelles silencieuses, à l'exception du ululement d'un hibou. Elle posa son chapeau sur le porte-chapeau, lissa ses cheveux gris et resta assise un long moment au petit bureau, les mains jointes. Dehors, la cloche du beffroi sonna lentement et lugubrement, bien que personne n'ait touché la corde. Un courant d'air, peut-être, ou le fracas des poutres. Mais Miss Marple trouva que cela ressemblait étrangement à un appel, non pas à la prière cette fois, mais à la vérité. Elle souffla enfin sa bougie, mais ses yeux restèrent ouverts dans l'obscurité. Quelque part, dans le tissu des murmures, dans les petites cruautés et les rivalités d'un village, se trouvait la raison de la mort d'Arthur Denholm dans le beffroi. Et elle, Jane Marple, comptait bien la trouver, même si elle le ferait doucement, à sa manière, tandis que le reste du village se précipitait vers les mauvaises conclusions. Le matin se leva sur Sainte-Aldette, une brume pâle s'élevant des prés et imprégnant l'odeur de terre humide après la rosée de la nuit. Malgré le silence, le village n'était pas en paix. Le cimetière, habituellement un havre de paix, avait été bouclé par l'agent Reeves avec une corde empruntée au presbytère. Un avis, griffonné à la hâte de sa main lourde, interdisait l'accès au beffroi. Pourtant, les villageois, comme ils sont, trouvèrent des prétextes pour s'attarder à la porte, à nourrir les poules, à faire sécher le linge ou à flâner avec une soudaine et improbable affection devant le portail du cimetière. À la table du petit déjeuner du presbytère, la conversation revenait inévitablement à M. Denholm. Madame Bantry, dévorant une tranche de pain grillé, déclara « Je ne comprendrai jamais pourquoi quelqu'un monterait ces horribles marches. Et pendant la fête, en plus. Cela me paraît très inhabituel. » Le vicaire, les yeux embrumés par une nuit blanche, murmura que Denholm avait peut-être cherché la solitude pour prier. Mademoiselle Marple, sirotant délicatement son thé, ne fait aucun commentaire. Elle observa plutôt comment la femme du vicaire, Madame Harland, remuait distraitement son porridge, le front plissé. L'anxiété, remarqua Mademoiselle Marple, ne concernait pas Denholm lui-même, mais autre chose. L'inquiétude humaine avait des saveurs bien particulières, et celle-ci était celle d'un secret non partagé. Après le petit déjeuner, l'inspecteur de Mushadam arriva. L'inspecteur Cray était un homme grand et anguleux, à la moustache taillée et dont les manières suggéraient qu'il ne tolérait les villageois que parce que la loi l'exigeait. Il arpentait le cimetière à grands pas, aboyant des questions à Reeve, qui se précipitait à ses côtés tel un terrier nerveux. Bientôt, Cray convoqua plusieurs paroissiens pour des dépositions. Lucy Bartlett, le colonel Faversham, Madame Price Ridley. Chacun sortit de la sacristie avec un air d'importance accrue, chuchotant à ses voisins le récit des interrogatoires qu'ils avaient subis. Miss Marple déambulait tranquillement dans le jardin, son sac à tricot suspendu à un bras. Elle ne s'immisçait pas et ne se rendait pas invisible. Elle existait simplement, avec la manière calme et inoffensive d'une vieille dame que personne ne considérait comme une menace. Pourtant, rien ne lui échappait. Quand Lucy Bartlett passa, les joues rouges, Miss Marple demanda doucement. « Une affaire bien désagréable, ma chère. L'inspecteur vous a-t-il posé beaucoup de questions ?» Lucy s'illumina à l'idée de raconter. « Oh oui, Miss Marple, il m'a demandé si j'avais vu quelqu'un entrer dans la tour avant de découvrir le corps. Je lui ai répondu que non, même si, maintenant que j'y pense, j'ai remarqué M. Hale portant des papiers vers la sacristie plus tôt. Suspect, vous ne trouvez pas ?» Elle baissa la voix d'un ton important. « Et il semblait fâché contre M. Denholm hier. J'imagine qu'il y avait de l'animosité. » Miss Marple hocha la tête comme impressionnée. Mais intérieurement, elle oublie la remarque. L'empressement de Lucy à être au cœur des événements était peut-être plus grand que sa précision. Pourtant, même la vanité pouvait servir la vérité de manière détournée. L'inspecteur conclut, du moins à voix haute, que la mort était probablement naturelle. « Accès cardiaque », déclara-t-il à Reeves et au vicaire, la voix aiguë pour atteindre les oreilles proches. L'homme avait 55 ans. Stressé par les comptes,
Un malaise soudain. Il tapota son carnet. À moins que le médecin ne prouve le contraire, tel est le verdict. Les villageois, entendant la conversation, échangèrent des regards déçus. Un meurtre était certes affreux, mais il redonnait vie. Une crise cardiaque était terne. Pourtant, leur théorie ne faiblissait pas. Le colonel Faversham raconta à qui voulait l'entendre que Denholm avait été menacé à propos d'une transaction foncière. Madame Price Ridley marmonna sombrement à propos de ceux qui s'ingèrent que dans les fonds paroissiaux, et le jeune Tom Bartlett se vantait que l'inspecteur lui avait posé plusieurs questions, auxquelles lui, Tom, avait répondu avec une clarté parfaite. Miss Marple, passant près du portail du cimetière, s'arrêta pour regarder la fenêtre du clocher. L'encadrement de pierre était usé par les intempéries, le verre taché de poussière séculaire. Un léger morceau de tissu flottait sur le rebord, peut-être arraché à un vêtement à la hâte. Personne d'autre ne semblait le remarquer. Elle nota mentalement, non pas le tissu lui-même, mais son absence d'intérêt. On se révèle souvent parce qu'on choisit de ne pas voir. Cet après-midi-là, le docteur Granger, le médecin du village, arriva avec sa sacoche noire. Il était âgé, voûté, et avait l'habitude de regarder par-dessus ses lunettes, comme si la vie lui était constamment floue. Il examina le corps dans la tour et s'entretint plus tard avec l'inspecteur Cray à l'extérieur. « Aucune blessure visible », l'entendit murmurer Miss Marple, « mais il y a des ecchymoses à la tempe. Peut-être une chute, peut-être autre chose. Je ne m'engagerai pas avant un examen plus approfondi. » Cray grogna, probablement un faux pas dans le noir. Rien de plus sinistre. « Peut-être, » répondit Granger, bien que ses yeux s'attardèrent plus longtemps que nécessaire sur le visage de l'inspecteur. Le soir, le village avait repris son cours normal. Des enfants jouèrent dans le chemin, des chiens aboyaient, de la fumée s'échappait des cheminées. Pourtant, sous ce bourdonnement ordinaire se cachait un courant d'inquiétude. Les portes avaient été verrouillées plus tôt, les rideaux tirés plus tôt. Le clocher, sombre sur le ciel déclinant, se dressait telle une sentinelle de secret. Miss Marple passe sa soirée à tricoter, une écharpe bleu pâle prenant forme sous ses aiguilles stables. Madame Harland lui rend visite, apportant du thé. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle versait, renversant une goutte sur le plateau. Miss Marple, avec sa douceur, lui demanda si elle était fatiguée. La femme du pasteur hésita, puis sourit trop vite. « Oh non, non, simplement inquiète, vous savez. Pauvre monsieur Denholm. Quelle perte !» Pourtant, son regard se porta vers la fenêtre, où s'étendait l'ombre du clocher. Une femme qui gardait quelque chose pour elle, décida Miss Marple. Non pas de la culpabilité, mais de la peur. Plus tard, à la lumière des lampes, Miss Marple réfléchit à ce qu'elle avait entendu. L'empressement de l'inspecteur à conclure à une insuffisance cardiaque, l'empressement des villageois à jeter le doute sur le nouveau bedeau, la réserve silencieuse du docteur Granger et le regard troublé de la femme du pasteur. Tout cela était un fil, lâche et pende. Elle avait appris depuis longtemps que dans les villages, chaque nœud noué par des mains humaines laissait des traces. Il suffisait de regarder où ces traces menaient. À 9h30, on frappa à la porte du presbytère. L'agent Reeves se tenait dehors, le chapeau de travers. « Pardon, madame, » balbutia-t-il en voyant apparaître mademoiselle Marple. « Mais l'inspecteur vous demande si vous pouvez faire une déposition demain. Il dit que vous étiez présent lors de la découverte du corps. Et bien qu'il n'en attende pas grand-chose, il exige une déposition complète. » Reeves parut s'excuser, comme s'il savait que la contribution de Miss Marple serait ignorée. Elle lui sourit gentiment et l'assura qu'elle s'y pliait. De retour à sa chaise, elle constata que son tricot avait glissé, une boucle se défaisant. Elle le remit en place d'un doigt délicat. Les choses humaines, pensa-t-elle, étaient bien les mêmes, un simple tiraillement inconsidéré, et le motif révélait des lacunes. Et elle, avec patience et attention, avait passé sa vie à raccommoder de tels motifs, et pas seulement en laine. L'horloge sonna 10h. De quelque part au loin parvint le faible tintement de la cloche de l'église, bien que le clocher fût censé être scellé. Miss Marple leva la tête, tendant l'oreille. Une fois, 2, 3 fois, le son flottait dans la brume. Elle repensa au morceau de tissu à la fenêtre, à l'ecchymose sur la tempe de Denholm et à la main tremblante de la femme du pasteur. Puis elle replia son tricot. Le village pouvait accepter une crise cardiaque, l'inspecteur pouvait accepter la maladresse, mais Jane Marple connaissait mieux la nature humaine que cela. Derrière le murmure de la cloche se cachait quelque chose de plus sombre, quelque chose qui attendait un œil plus perçant pour le découvrir. Le lendemain matin, l'inspecteur Cray avait affiné ses opinions jusqu'à en faire une quasi-certitude.
L'ecchymose sur la tempe de M. Denholm, bien que troublante, pouvait, insistait-il, être due à une chute. Néanmoins, la procédure exigeait d'examiner les différentes possibilités, et l'inspecteur, non insensible aux rumeurs qui circulèrent dans le cimetière, se rendit compte que son attention se tournait de plus en plus vers le bedeau, M. Hale. L'inspecteur ne tarda pas à le convoquer. Hale arriva à contre-cœur, les cheveux noirs ébouriffés, l'air las. C'était un homme d'une quarantaine d'années, ni grand, ni petit, mais dont le port voûté suggérait une prudence perpétuelle. Ses yeux, étroits et inquiets, balayaient avec inquiétude les visages rassemblés dans la sacristie. Les villageois qui s'étaient attardés à proximité, avides d'excitation, se penchèrent autant que la bienséance le permettait. Être vu au centre des soupçons était, après tout, une sorte de théâtre. « Votre nom » demanda brusquement l'inspecteur. « Edward Hale, monsieur. Je suis bedeau ici depuis juin. Connaissez-vous le défunt » Hale hocha la tête. « Oui, monsieur. Monsieur Denholm supervisait les comptes de la paroisse. Nous avons eu des discussions. » « Discussions » L'inspecteur haussa les sourcils. « À propos des comptes, monsieur, encaissements, dépenses, il était pointilleux, certains diraient même trop. » Un murmure parcourt la foule devant la sacristie. Madame Price Ridley chuchota avec une joie audible. « Voilà des querelles d'argent, comme je le pensais. » L'inspecteur Cray ignora l'interruption. « Vous admettez donc vous être disputé ?» Hale serra les dents. « J'appellerais ça un désaccord. » M. Denholm n'était pas homme à faire des suggestions. Il gardait chaque sou comme s'il était le sien. « Où étiez-vous hier après-midi pendant le festival ?»« À la sacristie, monsieur. Je trie des livres de cantiques et je range des papiers. Demandez au vicaire s'il m'a vu là. Le vicaire appelé me l'a confirmé. Oui, en effet. J'ai traversé la sacristie à 2 reprises. M. Hale était à son bureau. Il a cependant hésité une fois, car il était absent. Quelques minutes seulement, mais je l'ai remarqué. « Ah » dit l'inspecteur avec satisfaction. « Et pendant ces quelques minutes, monsieur Hale, où étiez-vous » Le visage de Hale rougit. « Je suis entré dans le cimetière. J'avais besoin d'air. La sacristie est presque étouffante quand le feu est allumé. Êtes-vous passé près du beffroi ?»« Peut-être. Je n'y suis pas allé. » La moustache de Cray tressaille. Pratique. Les mains du bedeau se crispèrent. « Je n'avais aucune querelle digne de mort, inspecteur. Je maintiens mon poste avec honnêteté. Les villageois peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je n'ai pas fait de mal à M. Denholm. » Son démenti, bien que ferme, ne parvint guère à satisfaire ceux qui l'écoutaient. Les ragots se répandirent comme une traînée de poudre à travers les champs arides. À midi, tous les foyers de Saint-Aldite savaient que le bedeau était absent de la sacristie, qu'il s'était disputé pour une question d'argent et que sa présence même était suspecte. La suspicion, une fois installée, se développa vigoureusement dans le village. Miss Marple, cependant, n'était pas si pressée de l'arroser. Elle observa les joues rouges de Hale, ses mains tremblantes et son regard baissé. Pas de culpabilité, pensa-t-elle. De la peur, oui. Un homme peu habitué à être scruté, acculé par les circonstances. La peur pouvait rendre un homme maladroit avec les mots, mais elle ne faisait pas toujours de lui un tueur. Cet après-midi-là, Madame Bantry entra précipitamment dans le salon du presbytère, son chapeau de travers sous l'empressement de sa course. « Ma chère Miss Marple, s'exclama-t-elle, vous êtes au courant? On dit que Hale va être arrêté. Imaginez un beau cadeau, rien que ça, et un homme aussi bourru. Je n'ai jamais aimé son regard. » Miss Marple sourit doucement. La police doit faire son devoir, bien sûr, mais on juge souvent trop vite la personnalité. Un homme peut avoir le regard rusé et pourtant n'être que timide. Madame Bantry parut déçue. Enfin, peut-être. Mais vous admettez sûrement que c'est suspect? Les disputes, l'absence, et puis le pauvre Denholm est mort dans l'heure. Miss Marple ne répondit pas directement. Elle fit plutôt remarquer « C'est curieux, n'est-ce pas, la rapidité avec laquelle les ragots choisissent leur cible, comme des poules qui picorent l'oiseau dont une plume est de travers. » Madame Bantry cligna des yeux, hésitante entre interpréter cela comme un acquiescement ou un reproche. Plus tard, l'inspecteur Cray annonça que le registre des comptes avait été découvert dans le placard de la sacristie. Certaines pages manquaient, arrachées proprement. Ceci, déclara-t-il triomphalement, indiquait un détournement de fonds, ou du moins une dissimulation. Qui d'autre que le bedeau, à qui de tels livres s'étaient confiés, aurait pu y toucher? La théorie plut aux villageois, qui y trouvèrent une propreté que la vie réelle offrait rarement. Pourtant, le regard de Miss Marple s'aiguisa à la mention de pages déchirées. Une propreté d'un autre genre, pensa-t-elle. Des comptes pouvaient disparaître pour de multiples raisons,
mais la manière dont ils avaient disparu, soigneusement découpés, dissimulés à la vue de tous, suggérait une main plus calculatrice que maladroite. Hale, à son avis, n'était ni calculette ni soigné. C'était un homme qui vivait avec des contours désordonnés. Ce soir-là, l'agent Reeves, qui commençait à ressentir l'hostilité du village envers Hale, se confia à Miss Marple à la grille. « Je ne sais pas, madame, » murmura-t-il en se dandinant. « L'inspecteur dit que c'est lui, et c'est probablement le cas. Mais quelque chose cloche. Hale a l'air d'un lapin effrayé, certes, mais pas d'un homme prêt à commettre un meurtre. Et puis, il paraît que Denholm était toujours cinglant avec eux. Peut-être trop cinglant. On disait qu'il cachait des choses, mais je n'ai jamais su lesquelles. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. Il est sage, constable, de remarquer ce qui cloche. Beaucoup négligent ses sentiments, mais ils sont souvent le fil conducteur qui dénoue tout. Reeves rougit de plaisir à ces paroles, même s'il n'aurait pas admis à quel point elles le calmaient. Le lendemain matin, tandis que les villageois se rassemblent devant l'épicerie, la conversation se porte à nouveau sur Hale. Lucy Bartlett, savourant son rôle de témoin oculaire, déclara être certaine de l'avoir aperçu rôdant près du beffroi. Madame Price Ridley insista sur le fait que la nomination de Hale était une erreur dès le départ. Le colonel Faversham, quoique moins convaincu, secoua gravement la tête et marmonna à propos de mauvaises choses auxquelles on n'aurait jamais dû se fier. Le vicaire, quant à lui, paraissait déprimé, partagé entre sa loyauté envers son bedeau et sa déférence envers l'autorité. Miss Marple écoutait, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Le tableau dressé par les villageois était trop net, trop unanime. D'après son expérience, l'unanimité était souvent synonyme non de vérité, mais de commodité. Les gens aspirent à un coupable qui ne soit pas l'un des leurs, quelqu'un qu'ils puissent éloigner comme un étranger. Et il convenait parfaitement à ce rôle. Pourtant, l'instinct de Miss Marple lui soufflait le contraire. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle passa en revue ses impressions de la journée. Les protestations de Hale, maladroites mais sincères, les pages manquantes du registre, la réticence du docteur Granger à qualifier l'échymose d'accident, les silences anxieux de Madame Harland, et par-dessus tout, le tintement de la cloche dans la tour scellée, que personne n'avait encore expliqué. Elle posa son tricot et contempla la silhouette sombre du clocher. Immobile, elle semblait pourtant vivante, une présence vigilante. L'inspecteur pourrait bientôt porter plainte contre Hale, et les villageois pourraient pas se contenter de leur certitude. Mais Miss Marple savait trop bien que les cœurs humains ne livraient que rarement aussi facilement leur plus sombre vérité. Quelque part derrière le bruit du soupçon se cachait la vérité silencieuse qui comptait, ignorée, parce qu'elle ne criait pas. Elle ferma les yeux et laissa ses pensées dériver sur les fragments de la journée, telle une tisserande examinant des fils errants. Aucun motif ne se dessinait, encore. Mais elle sentait, avec la même certitude que le changement de saison, que l'image bien ficelée de Hale le méchant ne tiendrait pas. Et lorsque ce motif émergeait, ce ne serait pas simple. Les jours qui suivirent à la mort de M. Denholm prirent un rythme particulier. Apparemment, le village reprit ses habitudes. Madame Bantry disposait des chrysanthèmes dans ses jardinières, le colonel Faversham se promenait avec sa canne, et Lucy Bartlett répétait des cantiques bien plus forts que nécessaire dans l'espoir d'être entendue. Pourtant, sous cette routine se cachait une attente intense. Tous attendaient le verdict de l'inspecteur, impatients que l'histoire se conclût proprement, Hale menotté. Tout le monde, sauf Miss Marple. Le 3e matin après la fête des moissonneurs, elle traversa la prairie avec son sac à tricot et s'arrêta, comme par hasard, près du portail du cimetière. La brume s'était dissipée, laissant la tour nue sur un ciel pâle. Elle pencha la tête, observant la fenêtre du clocher où elle avait autrefois remarqué un morceau de tissu flottant. Le morceau avait disparu, peut-être enlevé par les hommes de l'inspecteur. Pourtant, sous ses yeux, un moineau s'élança par l'ouverture et ressortit, emportant un brin de paille. Ces petites allées et venues attirèrent souvent ses pensées. Les gens, comme les oiseaux, laissèrent des traces de ce qu'ils transportaient. À l'intérieur de l'église, l'air embaumait une légère odeur de cire de bougie et de pierres humides. Les pas de Miss Marple résonnèrent légèrement, tandis qu'elle avançait dans l'allée. Elle s'arrêta au pied des marches du clocher, levant les yeux vers la spirale sombre. La corde pendait toujours, enroulée et silencieuse. Sur les dalles reposent quelques grains d'une substance pâle. Elle se pencha, observant de plus près. De la farine peut-être. Étrange, dans un endroit où l'on ne faisait pas de pâtisserie.
Elle effleura délicatement les grains avec son mouchoir, le rangeant. Une bagatelle, sans doute. Mais les bagatelles avaient tendance à être tenaces. Elle ne gravit pas les marchés dont l'inspecteur lui avait interdit l'entrée, mais son regard s'attarda sur la rampe de bois, usée par des siècles de travail. Là, sur le premier barreau, une légère trace, plus sombre que la poussière, apparut. Elle se pencha. Ni la saleté des bottes, ni la suie. C'était collant, comme de la confiture ou du miel renversé. Miss Marple se redressa, le visage toujours aussi doux, bien que son esprit s'aiguise. De la confiture dans le clocher, ou plutôt de la confiture sur la main qui tenait la rampe. On mangeait rarement des scones en escaladant les clochers. Quelqu'un était venu du thé de la fête directement au clocher, emportant non seulement ses propres intentions, mais aussi les traces de ce qu'il avait touché. En se retournant, elle vit Madame Harland, la femme du vicaire, s'approcher avec un panier de linge. La femme sursauta à la vue de mademoiselle Marple. « Oh, vous m'avez surprise. Je croyais que l'inspecteur avait fermé l'église. » Miss Marple sourit doucement. « Je crois que seul le clocher lui-même est scellé, ma chère. Quelle histoire, n'est-ce pas? Vous devez être épuisée. » Madame Harland hésita, puis força un sourire. « On fait ce qu'on doit. Le village se tourne vers nous en temps de crise. » Pourtant, ses yeux baissèrent rapidement. Miss Marple remarqua de nouveau la façon dont ses doigts se crispent sur l'anse du panier, blanchissant aux jointures, une peur toujours inexprimée. Miss Marple laissa passer l'instant, ne remarquant que le beau temps, et poursuivit son chemin. Cet après-midi-là, l'inspecteur rassembla plusieurs villageois à la sacristie pour les interroger plus en détail. Miss Marple, assise sur un banc près du porche, en entendit suffisamment pour reconstituer le tableau qu'il était en train de construire. Hale, insista-t-il, avait à la fois un mobile et une opportunité. Les pages manquantes du registre étaient accablantes. Denholm avait découvert des irrégularités, l'avait confronté, et Hale l'avait réduit au silence. Simple, clair et au goût de l'inspecteur. Les villageois, à l'écoute discrète, trouvèrent l'histoire convenablement satisfaisante. Mais l'esprit de Miss Marple revint à la farine sur les pierres et à la tache sur la balustrade. Des irrégularités dans les comptes pouvaient provoquer la colère, certes. Maïs, farine et confiture évoquent tout autre chose, quelque chose d'aussi familier et humain que les querelles d'une fête paroissiale. Elle se demanda qui, parmi les villageois, avait emporté une assiette de la table à thé avec des doigts négligents. Elle se souvint soudain comment Lucy Bartlett avait posé son scone à moitié mangé pour ajuster le ruban de son chapeau, laissant une trace collante sur la nappe, et comment le colonel Faversham, pressé de faire une remarque sur les chrysanthèmes, avait gesticulé frénétiquement avec de la confiture sur sa manchette. Des bagatelles, certes, mais les bagatelles aussi pouvaient voyager. Ce soir-là, l'agent Reeves frappa de nouveau à la porte du presbytère. Il semblait harcelé. « L'inspecteur est sur le point d'inculper Hale, madame, » dit-il à voix basse à Miss Marple. « Il dit que les preuves sont toutes dans le même sens. Mais il y a quelque chose de bizarre. Ces pages déchirées, elles n'ont pas été retrouvées. Si Hale avait l'intention de les cacher, pourquoi laisser le registre derrière lui? Et s'il avait l'intention de les détruire, pourquoi une coupure aussi nette? Ça ne semble pas être son genre. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Très perspicace de votre part, constable. Il faut toujours se demander si une action convient à la main qui l'a exécutée. Parfois, quand ce n'est pas le cas, on a trouvé la véritable piste. » Reeves fronça les sourcils et se gratta la tête. « Qu'est-ce que vous voulez dire, madame ?» Mais Miss Marple se contenta de sourire et changea de sujet, s'enquérant des rhumatismes de sa mère. Il partit, perplexe mais étrangement réconforté. Le lendemain, les funérailles de M. Denholm furent organisées. Les villageois se rassemblèrent discrètement, parlant du défunt avec ce curieux mélange de respect et de délectation que la mort inspirait souvent. « Il était précis jusqu'au bout, » déclara Madame Price Ridley. « Jamais un sou n'était perdu. »« Mais colérique, » rétorqua Madame Bantry. « Il m'a même un jour grondé pour avoir mal compté les partitions de cantiques. De tels souvenirs dépeignent Denholm non pas comme un homme aimé, mais comme un homme scrupuleux, un homme plus facile à admirer qu'à aimer. » Miss Marple, marchant lentement parmi les pierres tombales, remarqua que certains visages exprimèrent la tristesse, d'autres le soulagement. Un homme comme Denholm, comptable et critique des fautes, accumule les ressentiments aussi naturellement que l'automne ramasse les feuilles. La question n'était pas de savoir qui avait des raisons de le détester, mais qui s'en était emparé avec une détermination fatale. Au bord de la tombe, tandis que le cercueil était descendu, un léger vacarme s'éleva près du portail de l'église. Un enfant avait trébuché, renversant un panier de farine destiné au boulanger.
Les grains blancs se dispersèrent sur le chemin, accrochant la lumière du soleil. Miss Marple suivit du regard la poussière qui flottait, silencieusement consciente. De la farine, encore, comme au clocher. Pas une preuve, bien sûr, mais un fil conducteur. Elle repoussa cette pensée, se contentant de la laisser s'intégrer au motif plus vaste. Ce soir-là, de retour au presbytère, elle s'assit avec son tricot et réfléchit. D'autres voyaient des contes, des querelles et des motifs bien ficelés. Elle vit une tache de confiture, un nuage de farine, le regard effrayé d'une femme de pasteur. La nature humaine, songea-t-elle, ne se dissimule jamais complètement. Elle laisse des miettes, littéralement, à ceux qui veulent bien s'y pencher. L'inspecteur arrêtera probablement Hale dans la semaine, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas se précipiter. La vérité se révéla lentement, comme un motif se dessinant sur ses aiguilles, boucle après boucle, maille après maille. Elle laissa enfin son travail de côté et regarda la silhouette sombre du clocher se découpant sur le ciel nocturne. Son silence semblait plus pesant, comme s'il gardait le secret avec une patience de pierre. Mais les yeux de Miss Marple brillaient faiblement. Elle avait repéré le moindre fil conducteur, et elle comptait bien le suivre où qu'il mène. Les funérailles d'Arthur Denholm ne contribuèrent guère à apaiser les tensions du village. Au contraire, cette sombre circonstance ne fait qu'accentuer le malaise. Après la dispersion des personnes en deuil, Sainte Aldite sembla se replier sur elle-même. Les rideaux se refermèrent, les conversations sont interrompues à l'approche d'inconnus, et les murmures s'intensifièrent dans les salons privés. Un décès pouvait être expliqué par une maladie ou un accident, mais le soupçon persistait comme la fumée après un incendie. L'inspecteur Crane n'avait pas encore donné suite à sa conviction concernant M. Hale, mais ses questions devinrent plus précises. Il passa un après-midi entier au presbytère, interrogeant Mme Harland sur les fonctions de Hale, ses allées et venues, et les disputes qu'elle avait pu entendre. La femme du vicaire, pâle et tremblante, protesta de son ignorance, mais le tremblement de sa voix trahissait l'attention. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin avec son tricot, remarqua que le regard de Mme Harland se tournait non pas vers l'inspecteur, mais vers son mari. Le vicaire, habituellement doux et posé, paraissait tendu, ses doigts tambourinant sur l'accoudoir de son fauteuil à un rythme incessant. Lorsque Cray partit, Miss Marple fit remarquer d'un ton léger « L'inspecteur est très minutieux. Une telle persévérance doit vous être éprouvante, ma chère. » Madame Harland eut un rire cassant et s'excusa pour aller à la cuisine. Le vicaire resta, les yeux fixés sur le feu, avant de soupirer lourdement. « C'est vraiment pénible, Miss Marple, » murmura-t-il. « Tant de bavardage et si peu de paix. » Son ton était là, mais Miss Marple y décelait une autre note, quelque chose qui ressemblait à de l'effroi. Ce soir-là, le colonel Faversham arriva sans y être invité, déclarant que le village avait besoin d'une main ferme pour rétablir l'ordre. Une dispute éclata rapidement entre lui et Mme Price Ridley, chacun accusant l'autre d'encourager les ragots. « Vos incessants bavardages sur les yeux de Hale ont empoisonné l'air, » rugit le colonel. « Tandis que vous, » rétorqua Mme Price Ridley, « vous avez répandu des histoires de conflits fonciers inexistants. » Leurs voix résonnèrent si fort dans le salon du presbytère que Mme Harland faillit laisser tomber sa tasse de thé. Mademoiselle Marple, discrètement présente, laisse ses aiguilles claquer, classant chaque remarque. Les querelles, elle le savait, révélaient souvent plus de vérité que les mots de politesse. Plus tard, à la tombée de la nuit, Miss Marple fait une petite promenade dans le village. Passant devant l'épicier, elle entend Lucy Bartlett bavarder avec une amie au sujet du trésor secret de Denholm. « Il gardait de l'argent de côté, j'en suis sûre, » insista Lucy. « Sinon, pourquoi être si tatillon avec les comptes? Je ne serais pas surprise que quelqu'un la prenne et exige une part. » La compagne de Lucy halta, et Miss Marple poursuivit son chemin, l'air doux. Un trésor secret, peut-être une fantaisie enfantine, peut-être plus. Les villageois mêlent souvent les faits à l'imagination, mais l'imagination elle-même pouvait révéler ce qu'ils craignaient ou soupçonnaient le plus. Le possession. Lendemain matin, la tension monta. M. Hale, las de soupçons, confronta le colonel Faversham dans le chemin. Plusieurs villageois furent témoins de la scène. Hale, le visage rouge, exigea du colonel qu'il cesse de répandre des rumeurs de malhonnêteté. Le colonel, corpulent et indigné, rétorqua qu'il ne faisait que dire ce que tout le monde pouvait voir, que vous n'étiez pas digne d'être le gardien des comptes de la paroisse. Leurs voix s'élevèrent, et Hale, désespéré, cria qu'il regrettait que Denholm n'ait jamais mis la main sur les comptes. Des exclamations de surprise parcoururent l'assistance. Lorsque les hommes se séparèrent,
La réputation de Hale était encore plus entachée. Miss Marple entendit l'histoire dans l'heure. Elle écouta en hochant la tête, puis ne posa qu'une seule question. « Monsieur Hale a-t-il frappé le colonel ?» répondit son informateur à contre-cœur, bien qu'il ait l'air d'être assez proche. « Ah, dit Miss Marple doucement, parfois ne pas frapper est plus qu'un coup. » Elle laissa la remarque sans explication, bien qu'elle la convint davantage que Hale, malgré ses fanfaronnades, manquait de la détermination d'un meurtrier. Cet après-midi-là, l'agent Reeves, de plus en plus gêné par les idées fixes de l'inspecteur, alla trouver mademoiselle Marple en privé. « Madame, confia-t-il, je m'enquiers discrètement des agissements de Denholm. Il semblerait qu'il n'était pas aussi impeccable qu'on le dit. J'ai entendu dire qu'il prêtait de petites sommes, mais avec intérêt. Jamais officiellement, voyez-vous. Plutôt comme s'il gardait les gens dans sa poche. » Reeves jeta un coup d'œil nerveux. Si c'était vrai, certains pourraient en avoir peut-être souhaité son départ. Mais bon, l'inspecteur Cray n'en veut pas entendre parler. Il dit que ça brouille les pistes. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent, même si elle les baissa aussitôt sur son tricot. « C'est très intéressant, constable. Prêter de l'argent discrètement, oui, cela change quelque peu les habitudes. Un homme qui endette les autres peut aussi garder leurs secrets. Et les secrets, on le sait, peuvent être dangereux. » Le soir venu, des rumeurs concernant les prétendus prêts d'argent de Denholm s'étaient répandues, bien que personne n'ait admis en être l'instigateur. Madame Bantry laissa entendre qu'elle avait un jour emprunté un livre pour des fleurs d'église. Le colonel Faversham jura que Denholm avait fait pression sur lui au sujet d'une souscription. Madame Price Ridley affirme avoir entendu parler d'un villageois payant Denholm pour qu'il oublie une dîme impayée. Chaque récit était vague, contradictoire et intéressé, mais ensemble, ils suggèrent une image de Denholm moins saine que celle qu'il avait peinte. Miss Marple, assise en silence, observait la nouvelle transformation. Les villageois, autrefois unis dans leur suspicion envers Hale, se tournèrent maintenant vers Denholm lui-même, mort et incapable de défendre ses réputations. Dans leur empressement, ils trahissaient des griefs longtemps cachés. Elle repensa aux regards inquiets de Madame Harland, aux soupirs las du vicaire, aux fanfaronnades du colonel, au bavardage de Lucy sur les trésors cachés. Chacun portait le poids d'un non-dit, ramené à la surface par le terrain meuble du scandale. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Miss Marple passa en revue ce qu'elle avait appris. Denholm, précis et détesté, avait peut-être prêté de l'argent, gardé des secrets, menacé de démasquer les faits. Les villageois avaient de nombreuses motivations, chacune teintée de ressentiment ou de peur. Hale, bien que maladroite, semblait davantage être le bouc émissaire que le coupable. La contusion sur la tempe de Denholm restait inexpliquée, tout comme la curieuse présence de farine et de confiture dans le clocher. Et puis, il y avait la cloche elle-même, sonnant alors que personne ne l'avait touchée. Un mystère villageois était rarement résolu par un seul indice majeur, mais par l'accumulation de petites vérités humaines. Les fils commençaient à se dessiner, bien qu'encore emmêlés. Elle posa son tricot et contempla la tour éclairée par la lune. Le clocher était silencieux, mais à ses yeux, il pesait plus lourd que la pierre. Elle sentait, avec une certitude tranquille, que derrière les querelles et les soupçons changeants se cachait une ligne claire. Quelqu'un à Saint-Aldite avait bien plus à perdre que les autres, et Arthur Denholm l'avait découverte par hasard. Sa mort n'était pas un accident de cœur, c'était le silence d'un homme qui en savait trop. Et l'ombre dans le clocher ne s'était pas encore dissipée. Le malaise qui régnait à Saint-Aldite ne se dissipa pas avec l'enterrement d'Arthur Denholm. L'atmosphère s'épaissit même, comme si les pierres mêmes du village recèlent des secrets. La cloche de l'église, bien que muette, semblait résonner dans chaque conversation chuchotée. Les soupçons s'étaient déplacés du bedeau vers Denholm lui-même, mais la suspicion, telle une fumée, persiste soigneusement. Il dérivait, s'accrochait et tâchait tout ce qu'il touchait. Le lendemain matin des funérailles, une découverte extraordinaire fut faite. Le jeune Tom Bartlett, livrant du lait au presbytère, se précipita vers le portail du cimetière à la poursuite d'un chat errant. Là, coincé derrière la lourde porte de chêne et à moitié dissimulé par le lierre, il trouva un paquet enveloppé de papier kraft et ficelé. La curiosité, même celle de son compagnon, le poussa à déchirer le papier aussitôt. À l'intérieur se trouvaient au bout plusieurs pages de comptes, dont les colonnes et les chiffres étaient là parfaitement nets. « Les pages manquantes !» s'écria-t-il, sa voix résonnant à travers le cimetière. En moins d'une heure, la moitié du village était au courant. L'inspecteur Cray, appelé aussitôt, prit possession du paquet avec un triomphe à peine dissimulé.
Que vous ai-je dit » aboya-t-il. Hale tente de dissimuler l'épreuve, mais échoue. Ces pages montreront précisément ce que Denholm a découvert et pourquoi il fallait le réduire au silence. Les villageois, rassemblés autour d'eux, murmurèrent leur accord. Madame Price Ridley déclara que c'était la preuve ultime, tandis que le colonel Faversham marmonnait à propos de Bedeau aux doigts collants. Lucy Bartlett, rouge d'excitation après la découverte de son frère, murmura qu'elle avait toujours su que Hale était coupable. Même Madame Bantry, d'ordinaire encline à la générosité, secoua la tête avec consternation. Miss Marple, légèrement à l'écart, ne dit rien. Elle observa l'inspecteur serrer le paquet comme un trophée. Elle remarqua aussi que la ficelle qui le retenait était nouée d'une manière inhabituellement complexe, plus nœud de marin que nœud de village. Son regard s'attarda un instant, pensif, avant de le baisser à nouveau. Si insouciant, murmura-t-elle, et pourtant si soigné. C'était une contradiction qui méritait réflexion. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray convoqua une réunion à la sacristie. Il étala les pages récupérées sur la table et invita le vicaire, le colonel Faversham et Madame Price Ridley à témoigner. Les comptes, semblait-il, révélaient des anomalies, des fonds retirés sans enregistrement et des collectes non comptabilisées. Pour l'inspecteur, il était évident que Hale avait puisé dans les fonds de la paroisse, que Denholm l'avait découvert et que le résultat était fatal. Hale, convoqué une fois de plus, protesta avec une sorte de désespoir lasse. « Je n'ai jamais touché à ces fonds », insista-t-il. Denholm l'accusait, certes, mais je lui dis qu'il avait tort. Je n'avais jamais touché au registre, sauf pour le ranger. Ces pages auraient pu les déchirer. Sa voix se brisa, et il lança un regard implorant au vicaire, qui s'agita, mal à l'aise, mais ne se défendit pas. Cray frappa sur la table. « Vous aviez un mobile, une opportunité, et maintenant nous trouvons la preuve manquante à la porte même de l'église. Niez-vous avoir été à proximité ? » « Je le nie, » dit elle d'une voix plus forte. « Je suis passé devant, certes, mais je n'y ai rien déposé. On veut me détruire. » L'inspecteur ricana. Une histoire improbable. Pourtant, Miss Marple, observant en silence, ressentit une pointe de doute. Les pages avaient été découvertes dans un lieu trop public, à un moment trop opportun, par un garçon poursuivant un chat. Cela ressemblait à une mise en scène, et non à une dissimulation. Hale était peut-être coupable de maladresse, mais cela sentait le calcul. Ce soir-là, alors que les villageois se rassemblent dans l'épicerie, l'air crépitait d'une certitude renouvelée. « Ils l'arrêteront avant la fin de la semaine », déclare Madame Price Ridley, et à juste titre. Le colonel Faversham ajouta qu'il ne serait pas surpris que Hale ait d'autres crimes sur la conscience. Même Lucy, d'habitude avide d'émotion, paraissait nerveuse à l'idée d'un procès. « Croyez-vous, murmura-t-elle à son amie, qu'on pende des hommes pour de telles choses ?» Miss Marple, quant à elle, passait sa soirée au presbytère, plongée dans une profonde réflexion. Elle demanda gentiment à Mme Harland si elle avait déjà remarqué Denholm se disputer avec quelqu'un d'autre que Hale. La femme du pasteur hésita, puis admit avoir entendu Denholm s'adresser sèchement à son mari. « À propos des comptes ?» demanda doucement Miss Marple. Mme Harland hocha la tête, le regard troublé. « Oui, il a parlé d'une somme mal saisie. Mon mari avait l'air si affligé. Mais ce n'était qu'une erreur, j'en suis sûr. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle parlait, et Miss Marple tendit la main pour les tapoter d'un geste rassurant. Mais dans son esprit, un nouveau fil s'était ajouté à la trame. Le lendemain, un nouveau rebondissement se produisit. Le docteur Granger, qui avait procédé à un examen plus approfondi du corps de Denholm, rendit son rapport. Il ne s'agissait pas d'une insuffisance cardiaque, annonça-t-il d'un ton sombre. Le coup porté à la tempe fut décisif. Il est atteint avant de tomber. Cette déclaration provoqua une onde de choc dans la paroisse. Le meurtre n'était plus un murmure, c'était un fait. L'inspecteur Cray s'en saisit aussitôt. « Voilà, déclara-t-il. Hale s'est disputé, Hale a détourné, Hale a frappé. L'affaire est claire. » Les villageois, bien que secoués, acquiescèrent d'un signe de tête. Le récit était trop satisfaisant, trop clair. Pourtant, Miss Marple, les yeux fixés sur l'air suffisant de l'inspecteur, repensa au nœud du marin, à la confiture sur la rambarde, à la farine sur les pierres. Non, songea-t-elle, l'affaire était loin d'être claire. Cette nuit-là, alors que le village était plongé dans le silence, Miss Marple se tenait à sa fenêtre. Le clair de lune argentait le clocher, projetant de longues ombres sur le cimetière. Une brise souffla, et la cloche émet une note faible et creuse. Elle écouta, le cœur serein. L'inspectrice croyait l'affaire classée, mais elle connaissait la nature humaine mieux que cela.
Quelqu'un avait cherché à piéger Hale, quelqu'un d'assez précis pour découper proprement les pages du registre, assez rusé pour les cacher là où Elstree nous trouvait, et assez impitoyable pour abattre un homme. Et cette personne, pensa Miss Marple, n'avait pas encore fini. La révélation qu'Arthur Denholm avait été frappé plutôt que abattu par une faiblesse naturelle se répandit à travers St. Aldis comme une onde de choc. Ce n'était plus un accident murmuré par-dessus les haies, mais un meurtre prononcé de la voix ferme du docteur. Les villageois, avides de ragots, se retrouvèrent à présent à reculer devant leur propre audace. Parler de meurtre à voix haute lui donnait du poids, et ce poids était effrayant. Les portes s'étaient fermées plus tôt, les pas s'accélèrent après le crépuscule, et l'ombre du clocher semblait plus longue qu'auparavant. L'inspecteur Cray, cependant, exultait. « L'affaire est réglée, dit-il à Reeves d'une voix audible par la moitié du village. Et il frappa l'homme, arracha les preuves et cacha les papiers, simple comme bonjour. Reeves hocha la tête, sans enthousiasme toutefois. Mademoiselle Marple, qui observait depuis sa place tranquille sur la pelouse du presbytère, remarqua le regard inquiet de l'agent, comme s'il avait envie de poser des questions, mais manquait de courage en présence de Cray. Cet après-midi-là, Madame Bantry invita plusieurs villageois à prendre le thé, son salon étant toujours le théâtre naturel des commentaires villageois. Miss Marple était présente, son tricot soigneusement rangé à côté de sa chaise. La table était chargée de scones, de gâteaux aux graines et de brioches aux raisins. Pourtant, l'atmosphère était tendue, chaque invité étant avide de spéculation mais se gardant d'en dire trop. Le meurtre donnait à chaque mot une acuité accrue. Madame Price Ridley prend un ton ferme. « J'ai toujours dit que Hale n'était pas le bon. Maintenant, nous voyons la vérité. C'était un étranger, et les étrangers n'apportent que des ennuis. » Le colonel Faversham rétorqua aussitôt. « Absurde. Les étrangers ont leur place. C'est Denholm lui-même qui semble avoir été moins qu'honnête. Prêter de l'argent à huis clos, c'est bien ce que je dis. Il y a plus que ce que l'inspecteur veut bien admettre. » Madame Bantry claqua la langue. « Eh bien, nous savions tous que Denholm était difficile, mais prêter de l'argent, je n'y aurais jamais cru. » Elle baissa la voix, d'un air conspirateur. J'ose dire que la moitié du village lui devait quelque chose. À ces mots, Madame Harland, assise près de la fenêtre, pâlit visiblement. Elle se pencha sur sa tasse de thé, remuant furieusement, bien qu'aucun sucre n'y eût été ajouté. Miss Marple, observant discrètement, remarqua immédiatement le mouvement. La peur, non pas de Hale, mais d'être exposée. Lucy Bartlett, appréciant la tension, se pencha avec empressement. « J'ai entendu dire, dit-elle, que les pages manquantes prouvent que Denholm tenait 2 comptes. » Hale l'avait peut-être découvert et s'arrêta brusquement, consciente du regard doux de Miss Marple. La jeune fille rougit. « Enfin, c'est comme ça qu'on dit. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « On dit souvent des choses très intéressantes, ma chère. Parfois tout à fait vraies, parfois tout à fait fausses. La difficulté est de discerner. » Lucy rit nerveusement, sa confiance en elle s'évanouissant. La conversation s'échauffa lorsque le colonel Faversham insista un peu trop auprès de Madame Price Ridley. « Vous parlez d'étrangers, aboya-t-il, mais je me souviens que vous avez consulté Denholm assez attentivement au sujet de vos arriérés de dîmes. Ne tenait-il pas, en fait, un de vos billets ?» Madame Price Ridley rougit. « C'est un mensonge, monsieur !» s'exclama-t-elle. Pourtant ses mains tremblaient lorsqu'elle souleva sa tasse, renversant un peu de thé dans la soucoupe. La pièce se tut un instant, chaque invité savourant la révélation. Même les yeux de Madame Bantry brillèrent. Au village, la honte était aussi puissante que la culpabilité. Miss Marple ne fit aucune remarque, même si intérieurement elle sentait le schéma se resserrer. Dettes, secrets, querelles. Denholm avait touché de trop près trop de vie. Hale, malgré sa maladresse, était commode, mais la commodité disait rarement tout. Elle observa Madame Harland qui fuyait tous les regards, et repensa aux doigts agités du vicaire qui tambourinait sur la chaise, une maisonnée tendue par un non-dit. Plus tard dans la journée, Miss Marple accompagne l'agent Reeves dans le chemin. Reconnaissant de sa compagnie, Reeves parla plus librement qu'il n'osait le faire avec l'inspecteur. « Madame, dit-il en baissant la voix, j'ai regardé les pages trouvées dans le cimetière. Les chiffres sont incohérents. Il manque des sommes, certes, mais elles ne correspondent pas au reste du registre. On dirait presque qu'elles ont été copiées et non arrachées du livre. Mais l'inspecteur n'en veut rien entendre. Il dit que je vois des ombres. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Les ombres peuvent être très instructives, là, constable. Il est sage de remarquer quand quelque chose ne va pas. Dites-moi, avez-vous remarqué les nœuds qui nouent le paquet? Les nœuds, madame ?» Reeves fronça les sourcils.
Oui, impeccable. Pas le travail de Hale, à mon avis. Il noue ses paquets avec un nœud de grand-mère qui se défait si on tire. Il eut un sourire penaud. Je l'ai déjà vu nouer des feuilles de cantiques comme ça. En effet, dit doucement Miss Marple. Quelle aide précieuse. Elle n'en demande pas plus, mais son esprit s'emballa. Quelqu'un avait non seulement retiré les pages, mais les avait copiées, soigneusement reliées et mises en réserve pour la découverte. Cela témoignait d'une prévoyance et d'une précision que Hale ne possédait pas. Le soir tomba et le silence se fit au presbytère. Miss Marple était assise à sa fenêtre, contemplant la tour plongée dans l'obscurité. Un cri soudain retentit de l'autre côté de la pelouse. Elle se leva aussitôt et baissa les yeux. 2 garçons couraient, le visage blême. Un groupe de villageois se rassembla rapidement près du portail de l'église, leurs lanternes allumées. Miss Marple traversa la pelouse d'un pas assuré malgré la hâte qui l'entourait. Dans le cimetière, l'agent Reeves tentait déjà de rétablir l'ordre. « Allons, allons, silence !» cria-t-il. « Que signifie tout cela ?» Un des garçons, haletant, désigna la porte latérale de l'église. On l'entendit. La cloche sonna de nouveau, et la porte semble ouverte. Tous les regards se tournèrent. La petite porte latérale, habituellement verrouillée, était maintenant entr'ouverte, oscillant faiblement au vent. Un frisson parcourut la foule. L'inspecteur Cray, arrivé quelques instants plus tard, lança des ordres. « Sécurisez le bâtiment! Hale recommence !» Il fit irruption dans l'église, une lanterne levée bien haut. Miss Marple s'attarda sur le seuil, les yeux rivés sur la terre remuée près de la porte. Une faible traînée de poussière blanche marquait à nouveau la marche. Elle se pencha délicatement, la caressant de son mouchoir. La voix de l'inspecteur résonna dans la nef, mais elle l'entendit à peine. Un autre fil, ténu et familier, resserrait pourtant le motif. Ceux qui avaient franchi cette porte n'étaient pas venus furtivement. Ils avaient emporté avec eux les traces de leur vie ordinaire. Lorsque la recherche a révélé Briennon intrus, rien d'autre que l'écho de la cloche. L'inspecteur maudit les villageois, les traitant d'alarmistes. Mais Miss Marple, pliant son mouchoir, pensa différemment. Quelqu'un est passé par là. Quelqu'un de prudent, mais assez négligent pour laisser de la farine sur les pierres. Un détail invisible pour la plupart, mais pour elle, aussi clair qu'un nom écrit sur une page. De retour au presbytère, elle posa son tricot et resta longtemps pensive. Le filet de l'inspecteur se refermait sur elle, mais elle n'était pas celui dont les mains portaient des traces de farine et de confiture. Non, la vérité résidait ailleurs, dans les dettes, dans le secret, dans des nœuds soigneusement noués. Bientôt, décida-t-elle, elle saurait quelle ombre évoluait dans le clocher. Et lorsqu'elle le saurait, elle la testerait avec le plus discret des pièges. Le lendemain matin, après le mystérieux tintement de la cloche, le village se réveilla dans une agitation renouvelée. Certains jurent avoir entendu le son depuis leur lit. D'autres affirmèrent que les garçons l'avaient simplement imaginé. L'inspecteur Cray tonna, affirmant que toute cette affaire était absurde, l'œuvre d'esprits campagnards surexcités. Pourtant, le loquet cassé de la porte latérale et la farine sur le seuil ne pouvaient être si facilement ignorés. Les villageois, groupés par 2 ou 3, baissent la voix au passage de l'inspecteur, mais s'animent dès que leurs bottes sont hors de portée de voix. Miss Marple, cependant, était inhabituellement silencieuse ce jour-là. Elle était assise à la fenêtre du presbytère, tricotant son écharpe bleu pâle presque terminée, ses pensées tissant des motifs plus complexes que ses aiguilles. Elle ne parla pas de la farine qu'elle avait remarquée, ni des nœuds dans le paquet, ni des mains tremblantes de Madame Harland. Il valait mieux garder ces détails pour soi jusqu'au moment de les exposer au grand jour. La nature humaine, elle l'avait appris depuis longtemps, se révèle non pas lorsqu'on interroge les gens directement, mais lorsqu'ils se croient inaperçus ou qu'on leur tend la moindre aiguille. En fin d'après-midi, elle avait décidé de sa conduite. Elle demanda à Madame Bantry d'inviter à nouveau quelques villageois à prendre le thé. « Il est toujours bon, dit Mademoiselle Marple d'une voix douce, de se réconforter mutuellement dans les moments difficiles. » Madame Bantry, ravie de présider à nouveau, accepta sans hésiter. Les invitations furent rapidement distribuées, et à 16 heures, le salon était rempli de personnages familiers. Le colonel Faversham, Madame Price Ridley, Lucy Bartlett et, sur la suggestion de Miss Marple, Madame Harland. L'inspecteur Cray, ayant entendu parler de la réunion, intervint également, déclarant qu'il veillerait à ce que plus aucune absurdité ne soit répandue. Il s'assit lourdement dans un fauteuil, la moustache hérissée. Le thé commença comme prévu par des scones, un gâteau aux graines et quelques banalités sur la météo et les fleurs de la paroisse. Pourtant, sous ces bavardages polis se cachait une certaine suspicion.
Tous observèrent l'absence de Hale avec importance, même si personne ne prononça son nom directement. Miss Marple laissa la conversation dériver jusqu'à ce que le moment lui convienne, puis prit la parole sur un ton plus doux. « C'est tellement étrange, dit-elle, comme si elle songeait à voix haute. Je pensais au thé de la fête des moissonneurs. Avec quelle rapidité les gens se sont précipités hors des tables lorsque Lucie a crié. Il y avait des scones et de la confiture partout, un vrai vacarme. Je crois même avoir vu une tache de confiture de fraises sur la balustrade du clocher. Curieux, n'est-ce pas, comme la nourriture voyage là où elle ne devrait pas. La remarque fut formulée avec légèreté, presque comme le discours d'une vieille dame. Pourtant, les yeux de Miss Marple, sous ses cils baissés, parcoururent la pièce. Lucie parut troublée. Le colonel Faversham grogna et Madame Price Ridley renifla. Mais ce fut Madame Harland qui réagit le plus vivement. Sa cuillère glissa, heurtant sa soucoupe, et elle rougit avant d'esquisser un sourire forcé. L'inspecteur Cray, inconscient, grogna que le désordre du village n'était guère une preuve. Mais Miss Marple remarqua le tremblement dans les mains de Madame Harland et le rangea. La conversation se porta ensuite sur les pages du grand livre. Le colonel Faversham, impatient de prendre la parole, déclara qu'elle prouvait la culpabilité de Hal sans l'ombre d'un doute. « Les chiffres ne mentent pas, » dit-il en frappant du poing sur sa canne pour insister. Miss Marple leva les yeux de son tricot. « Les chiffres ne mentent peut-être pas, colonel, mais on les y force parfois. J'ai connu une vendeuse qui tenait 2 livres de compte, l'un pour le montrer à son employeur, l'autre pour se rappeler ce qu'elle avait réellement vendu. C'était astucieux, mais ça ne dura pas. Elle esquissa un petit sourire entendu. Le colonel fanfaronna en affirmant que ces pratiques étaient bien différentes, mais le teint de Madame Harland s'affadit encore davantage. Elle jeta un coup d'œil à son mari, absent de la réunion, comme pour chercher du réconfort au loin. Miss Marple laissa le silence se prolonger avant de dire doucement « Je suppose que la question est de savoir qui avait l'habileté de nouer des nœuds aussi précis sur ces pages. Pas beaucoup, je pense, dans un si petit village. » Son regard serra innocemment sur les visages qui se présentaient à elle. Lucie parut perplexe, le colonel dédaigneux. Seule Madame Harland se mordit la lèvre, les yeux rivés sur ses genoux. L'inspecteur Cray aboya que nouer des nœuds était une absurdité, mais Miss Marple remarqua chaque frémissement. À la fin de la fête, Miss Marple s'attarda. Madame Harland, s'excusant, était partie plus tôt que les autres, prétextant un mal de tête. Miss Marple s'assit près du feu, pliant soigneusement son écharpe. « Ce sera bientôt l'heure, » murmura-t-elle. « Le motif est presque clair. Encore un fil, et tout le tissu sera visible. » Ce soir-là, elle marcha tranquillement jusqu'à l'église avec l'agent Reeves, qui avait appris à se fier à son instinct. La porte latérale, réparée le matin même, tenait bon. Le clocher se dressait au-dessus, silencieux. Reeves murmura « Madame, pourquoi m'amener ici ?» Miss Marple sourit doucement. « Car, agent, il est parfois utile d'observer non pas ce qui se passe, mais ceux qui viennent le voir quand on pense que personne d'autre n'est là. » Ils n'attendirent sans pas en vain. Vers minuit, une ombre traverse le cimetière. Reeves se raidit, mais Miss Marple posa une main sur sa manche, l'invitant à la patience. La silhouette s'approcha du portail du cimetière, se baissant pour observer le sol où les pages du registre avaient été retrouvées. Une lanterne brillait faiblement, révélant les traits pâles de Madame Harland. Elle jeta un regard anxieux autour d'elle, puis fouilla dans sa poche, comme pour s'assurer qu'elle y cachait quelque chose. Après un long moment, elle se retourna et se hâta de retourner au presbytère. Reeves émit un léger sifflement. « Eh bien, je serai chute, » dit doucement Miss Marple. Inutile de tirer des conclusions hâtives. La curiosité fait sortir les gens la nuit, mais curiosité et peur se ressemblent souvent. Ne disons rien pour l'instant, il reste encore un test à faire. Le lendemain matin, Miss Marple demanda discrètement à Madame Bantry d'organiser un autre thé, mais cette fois réservé aux Harland. Une petite réunion, rien de plus, dit-elle innocemment. Je tiens à les remercier pour leur gentillesse pendant mon séjour. Madame Bantry, curieuse mais complaisante, accepta. C'est ainsi que, 2 jours plus tard, le vicaire et sa femme arrivèrent au salon des Bantry et trouvèrent Miss Marple déjà assise, son tricot sur les genoux. On sert du thé et on offre des gâteaux. La conversation s'engagea dans une conversation amicale jusqu'à ce que Miss Marple, comme frappée par un souvenir soudain, dise « Comme ce doit être terrible pour un vicaire de voir les comptes de l'Église mis en scandale. Je suppose que M. Denolme vous a beaucoup insisté à ce sujet avant sa mort ?» Sa voix était douce, presque compatissante, mais son regard était attentif. Le vicaire sursauta, le rouge lui montant aux joues. Certes,
Il était exigeant, mais il se trompait, bien sûr. Une erreur insignifiante, rien de plus. Il bégayait, tâtonnant avec sa serviette. Madame Harland, cependant, laissa échapper un léger hoquet, comme si on lui avait retiré l'air. Elle reposa précipitamment sa tasse, renversant une goutte sur le tissu, et s'excusa à la fenêtre. Miss Marple ne dit rien de plus, mais ses aiguilles cliquaient à un rythme régulier. La visite terminée, Miss Marple retourna lentement au presbytère, l'esprit serein. Le piège n'était pas encore complètement refermé, mais les fils se resserrent. La peur s'était manifestée par des tremblements, des regards précipités, des errances nocturnes. Il ne restait plus qu'à tendre le filet doucement, afin que la main coupable se révèle d'elle-même. Le lendemain matin, le jour était clair et net, d'une luminosité trompeuse qui trahissait la tension qui régnait à St. Aldith. L'inspecteur Cray, convaincu que son dossier contre le bedeau était solide, déclara à Reeves qu'il réglerait l'affaire le soir même. Hale lui-même, épuisé par des nuits blanches, attendait sous surveillance dans la sacristie, sous le poids du jugement du village. Les villageois vaquent à leurs occupations avec une normalité exagérée, mais partout où Miss Marple allait, elle voyait leurs regards s'égarer, impatients que le drame se termine. Miss Marple, cependant, savait qu'il restait un acte à la pièce. Elle demanda au vicaire de réunir quelques-uns des principaux villageois cet après-midi-là dans la salle paroissiale. Le colonel Faversham, Madame Price Ridley, Madame Bantry, Lucy Bartlett, les Harland et, bien sûr, l'inspecteur Cray. Elle fit cette demande avec tant de douceur. Vous savez, il serait peut-être utile de parler ensemble maintenant que les esprits se sont calmés, que personne ne soupçonna son véritable objectif. L'inspecteur accepta, ne serait-ce que pour afficher ce qu'il croyait être sa victoire. Le groupe se rassembla à 15 heures. La lumière automnale filtrait à travers les hautes fenêtres, accrochant la poussière en rayons dorés. L'ombre du clocher s'étendait sur les dalles extérieures, témoins silencieux de leur rassemblement. Sur l'insistance discrète de Miss Marple, Hale fut autorisé à se tenir au bord de la pièce, le visage hagard mais le regard provocateur. L'inspecteur Cray occupait la place centrale, la poitrine gonflée d'importance. Miss Marple était assise à une petite table, son tricot soigneusement étalé devant elle. Elle commença d'une voix douce, si calme que les autres se penchèrent tant pour saisir ses « oh, paroles ». Ça aurait été une affaire bien pénible, n'est-ce pas? Pauvre M. Denholm, si précis, si minutieux. Et pourtant, comme souvent, on voit que la précision a des conséquences. Il en savait trop sur les affaires des autres. Madame Price Ridley renifla bruyamment. Il fouilla là où il n'avait pas le droit de fouiller. En effet, dit Miss Marple d'un ton doux, il est indiscret. Et en indiscret, il a découvert quelque chose qui a mis sa vie en danger. L'inspecteur pense que M. Hale l'a réduite au silence, mais je crains que l'affaire ne soit pas si simple. Certains détails ne concordent pas tout à fait. Cray se hérissa. Madame, les faits sont clairs. Hale s'est disputé avec Denholm. Hale était absente de la sacristie. Ses empreintes digitales figureront sur le registre. Miss Marple leva la main, l'air bienveillant mais ferme. Les pages du registre, inspecteur, n'étaient pas déchirées, mais recopiées, et reliées avec des nœuds trop précis pour les mains maladroites de M. Hale. Vous avez vous-même remarqué, agent Reeves, que Hale est incapable de bien attacher un paquet. Ces pages étaient cachées, non dissimulées. C'est une toute autre histoire. Un vacarme parcourt la salle. Les yeux de Madame Bantry s'écarquillèrent. Lucy halta, et le colonel Faversham murmura « Parbleu !» L'inspecteur Cray rougit de colère, mais ne dit rien. Miss Marple continue doucement. Il y avait aussi la question de la farine et de la confiture. Une bagatelle, pourrait-on penser. Pourtant, lorsque je trouvais des grains de farine sur le sol du beffroi, je me demandais quelle main de boulanger les avait laissés. Et lorsque je vois la trace de confiture sur la balustrade, je me demande qui l'avait touchée en dernier. Ces petites traces me suggérèrent que quelqu'un était passé directement du thé de la fête à la tour, porteur de plus que ses intentions. Non pas M. Hale, qui se trouvait à la sacristie à cette heure-là, mais un autre. Ses aiguilles claquèrent une fois, 2 fois, puis s'immobilisèrent. Elle regarda Madame Harland droit dans les yeux. « C'était vous, n'est-ce pas, ma chère ?» La pièce sembla se figer. Madame Harland poussa un cri aigu, se levant à moitié de sa chaise. « Non, non. » Elle s'interrompit, le visage blême. Le vicaire tendit la main vers elle, impuissant, mais elle recula. La voix de Miss Marple reste douce. « Vous craignez que M. Denholm ne révèle une erreur dans les comptes. Une erreur non pas de malhonnêteté, mais de désespoir. Une somme empruntée,
peut-être pour régler une dette personnelle, peut-être pour épargner la honte à votre mari. Denholm menaça de la révéler, et paniqué, vous le frappâtes. Le coup n'était pas calculé, mais la peur qui suivit l'était. Vous arrachez les pages, les copies, et les placez là où on les trouverait, espérant détourner les soupçons sur le pauvre M. Hale. Et lorsque l'affaire sembla s'égarer, vous reveniez de nuit pour vous assurer que votre supercherie restait cachée. C'est pourquoi nous vous avons vu à la porte du cimetière, et pourquoi la cloche sonna, alors qu'aucune main n'aurait dû la toucher. Les lèvres de Madame Harland remuèrent silencieusement. Finalement, elle murmura « Je voulais seulement le repousser. Il était si sévère, si froid. Il disait qu'il ruinerait mon mari, l'exposerait au déshonneur. J'en perds la tête. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Après coup, je ne savais plus quoi faire. Je pensais que si la faute était imputée à quelqu'un d'autre, le village serait épargné par le scandale. Le vicaire gémit, se couvrant le visage. « Ma pauvre Margaret, murmura-t-il, si seulement vous m'aviez fait confiance. » L'inspecteur Cray, rouge d'indignation, s'exclama. « C'est scandaleux. La parole d'une vieille femme contre des preuves tangibles. » Mais l'agent Reeves l'interrompit doucement, d'une voix posée. « Elle dit vrai, monsieur. Je l'ai vue moi-même près du cimetière cette nuit-là. Et les chiffres sur ces pages étaient des copies, pas des originaux. Miss Marple a raison, l'accusation contre Hale n'a jamais été retenue. » Il y eut un silence, rompu seulement par les sanglots de Madame Harland. Miss Marple tendit la main par-dessus la table, la posant délicatement sur celle de la femme. « Ma chère, la vérité ne peut être dissimulée par des nœuds et des registres. Elle finit par éclater, d'une manière ou d'une autre. Vous avez cherché à protéger votre mari, mais ce faisant, vous vous êtes imposé un fardeau plus lourd. Mieux valait avoir fait confiance à la gentillesse qu'à la dissimulation. » Les villageois s'agitèrent, mal à l'aise, sous le poids du scandale. Le colonel Faversham toussa. Madame Price Ridley parut presque déçue. Lucy Bartlett, les yeux écarquillés, chuchota « Alors Hale est innocent, finalement. » Madame Bantry lui tapota la main en murmurant « Oui, ma chère, même si nous avons tous appris à juger si vite. » L'inspecteur Cray marmonna, mais ne protesta plus. Reeves, sérieux et résolu, s'avança. « Je veillerai à ce que tout se passe comme il se doit, mademoiselle Marple. Madame Harland devra répondre de ce qui s'est passé, mais je ferai clairement savoir que M. Hale est innocenté. » Miss Marple hocha la tête. « C'est sage, constable. La justice doit être rendue, mais avec compassion, car le meurtre même involontaire laisse une ombre immense, et la clémence a aussi sa place. » À la fin du rassemblement, les villageois s'éloignèrent dans un silence discret. Madame Harland, soutenue par son mari accablé, fut emmenée avec douceur. L'inspecteur Cray s'éloigna d'un pas raide, l'orgueil en berne. Hale, enfin délivré de tout soupçon, regarda Miss Marple avec une gratitude indicible. Elle se contenta d'un faible sourire, pliant enfin son écharpe, le motif achevé. Lorsque la salle fut déserte, Miss Marple s'attarda un instant près de la fenêtre, contemplant la silhouette sombre du clocher. L'ombre qui planait sur Saint-Aldite se dissipait, non sans conséquence. La fragilité humaine, pensa-t-elle, était aussi constante que le changement des saisons. L'orgueil, la peur, le désespoir, tout aussi courant que la farine sur une table ou la confiture sur une cuillère. Et pourtant, au cœur de ces fragilités se trouvaient les germes de la tragédie. Elle rassembla ses affaires et s'avança dans l'air du soir. La cloche de la tour était silencieuse, comme enfin satisfaite. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Pauvre Madame Harland, murmura-t-elle, et pauvre Monsieur Denholm aussi. Ainsi va le monde des villages. Les plus petits secrets, les plus petites hontes peuvent tailler se terminer par les actes les plus graves. » Elle rapprocha son châle et traversa lentement la verdure, sa silhouette modeste, discrète, mais pourtant plus imposante à cet instant que n'importe quel inspecteur. Car elle avait une fois de plus perçu la vérité du cœur humain et, par des mots discrets, l'avait révélée. La révélation dans la salle paroissiale persista sur Saint-Aldite comme un orage soudain passé, laissant l'atmosphère chargée et pesante. Pour la première fois depuis des jours, les villageois ne parlaient qu'en plus ouvertement. Les paroles, autrefois déversées à flots, devinrent des murmures, réticentes. Les rideaux frémirent, les portes s'ouvrent et se refermèrent avec une hâte silencieuse, comme si chaque maison portait sa part du scandale et n'osait pas l'afficher. Madame Harland n'avait pas été revue depuis le rassemblement. Le vicaire, pâle et le regard creux, poursuivait ses fonctions avec une solennité machinale. Ses sermons, autrefois doux et discursifs,
devinrent brefs et austères. Les paroissiens assistaient par obligation, mais l'ancien sentiment de camaraderie était tendu. Un murmure semblait parcourir les bancs. C'est ici qu'un meurtre a été révélé, là où réside la honte. Le clocher, au-dessus, dont la cloche était immobile, se dressait plus que jamais, tel un rappel. Hale, le bedeau, s'acquit de ses tâches avec une dignité nouvelle et discrète. Les villageois qui le regardèrent autrefois avec suspicion lui adressaient maintenant des hochements de tête gênés ou murmuraient des excuses. Hale les acceptait avec raideur, sans méchanceté, mais sans chaleur. Il avait été marqué, observa Miss Marple, non par la culpabilité, mais par l'expérience d'avoir été dans son ombre. Certaines tâches, autrefois répandues par les ragots, ne disparaissent jamais complètement. Le colonel Faversham continua de clamer haut et fort qu'il avait toujours douté de la culpabilité de Hale, bien que le souvenir de ses précédentes accusations fût trop vif pour être oublié. Madame Price Ridley, quant à elle, garda un silence glacial sur le sujet, tout en tenant à rappeler à tous qu'elle avait décelé la nervosité de Madame Harland au thé bien avant les autres. Lucy Bartlett bavardait moins qu'avant, subjuguée par la conscience que son avidité d'importance avait failli ruiner un innocent. Miss Marple, discrètement présente au milieu de ces sables mouvants, remarquait tout cela sans un commentaire extérieur. Elle passait ses journées au presbytère, offrant le peu de réconfort qu'elle pouvait aux Harland. Le vicaire parlait rarement, mais Madame Harland, pâle et fragile, m'accueillait avec gratitude. Il n'y avait aucun triomphe dans les manières de Miss Marple, aucune trace de satisfaction d'avoir découvert la vérité. Elle écoutait, hochait doucement la tête et évoquait parfois le réconfort des petites choses, les fleurs, le chant des oiseaux, le confort d'un fauteuil familier. De telles conversations recelaient un baume, même si la blessure en dessous restait vive. Un après-midi, l'agent Reeves se rendit au presbytère pour s'entretenir en privé avec Miss Marple. Il paraissait mal à l'aise, son casque sous le bras. « C'est un métier difficile, madame, dit-il. L'inspecteur Cray est retourné à Much Haddam et il n'est pas ravi d'avoir eu tort. Il dit que les tribunaux veilleront à ce que madame Harland ait été traitée équitablement. Mais les gens d'ici, eh bien, n'oublient pas. » Miss Marple joignit les mains sur ses genoux. « Non, constable, ils n'oublient pas. Les villages se souviennent comme les haies se souviennent des blessures causées par le vent. Mais peut-être, avec le temps, pardonneront-ils, voire oublieront-ils. » Reeves se déplaça, puis ajouta à voix basse. « Sans vous, madame, Hale serait déjà en prison. Je ne l'oublierai pas. » Son visage rougit, comme gêné par sa propre franchise. Miss Marple lui adressa un léger sourire. « Vous avez remarqué ce qui clochait, agent. Ce n'est pas rien. Fiez-vous toujours à votre instinct. » Alors que les jours se transformaient en semaines, le rythme de la vie du village reprenait, quoique modifié. L'épicerie grouillait de nouveau, les enfants jouaient dans les ruelles, les chrysanthèmes de Madame Bantry remportent le premier prix à la foire d'automne. Pourtant, un silence régnait près du cimetière. Rares étaient ceux qui s'aventurent dans le beffroi, même une fois les réparations de sa porte terminées. La cloche restait silencieuse, comme en deuil. Les passants la regardaient en détournant rapidement les yeux. Les ombres, songea Miss Marple, ne se dissipèrent pas facilement. C'est lors d'un de ces après-midi, alors qu'elle était assise dans le salon de Madame Bantry, tricotant, que la conversation retomba sur cette affaire. Madame Bantry, servant du thé, soupira. « C'est une chose épouvantable, Jane. Je n'arrive pas à concilier la douce Madame Harland que j'ai connue avec la femme qui a frappé le pauvre Monsieur Denholm. Et pourtant, on ne sait jamais, n'est-ce pas ?» Les aiguillés de Miss Marple cliquaient sans cesse. « Non, ma chère, on ne sait jamais. Les gens sont capables de bien plus que ce que les apparences suggèrent. La peur est un mobile des plus dangereux. Elle peut même pousser le plus docile à des actes désespérés. » Madame Bantry frissonna. « Et dire que tout a commencé avec des comptes, de simples chiffres dans un grand livre. » Miss Marple leva ses yeux doux et sages. Des chiffres, certes, mais derrière eux se cachaient l'orgueil, l'anxiété et la peur de la disgrâce. Les chiffres sur une page sont inoffensifs, jusqu'à ce qu'ils touchent à la fragilité de la nature humaine. Alors, ils deviennent véritablement dangereux. Ce soir-là, alors que Mademoiselle Marple s'apprêtait à quitter le presbytère pour retourner à St. Mary Mead, le vicaire vint frapper à sa porte. Son visage était tiré, mais sa voix était d'une sincérité tranquille. « Mademoiselle Marple, je ne vous remercierai jamais assez. Vous nous avez apporté la vérité, même si elle est amère. Peut-être, avec le temps, nous apportera-t-elle la paix. » Miss Marple secoua doucement la tête.
La paix vient lentement, monsieur Harland. La vérité est rarement douce, mais elle est toujours nécessaire. Vous et votre femme devez en porter le poids ensemble. » Il baissa la tête, et l'espace d'un instant, il parut plus vieux. Puis, avec un murmure de bénédiction, il la quitte. Le lendemain matin, Miss Marple traversa la verdure. L'air d'automne était vif, les feuilles craquantes sous les pieds. Elle s'arrêta un instant, levant les yeux vers le clocher où tout avait commencé. Les pierres se dressaient froides et silencieuses, leur ombre se prolongeant sur l'herbe. Elle pensa à Arthur Denholm, précis et mal-aimé de Margaret Harland, tremblant de peur pour Hale, accusé à tort par les villageois, prompt à juger et plus lent à se repentir. Tous ces fils d'une même tapisserie de la vie humaine. Elle resserra son châle autour de ses épaules et continua son chemin. Car si Saint-Aldite ne serait plus jamais tout à fait la même, le monde, lui, continuait d'évoluer. Avec le temps, une autre fête aurait lieu, une autre cloche sonnerait, un autre murmure se répandrait. La nature humaine ne changeait pas, elle changeait seulement de masque. Et Jane Marple, avec son regard calme et sa douceur, serait là pour le constater, comme elle l'avait toujours été. Car même si l'ombre du clocher s'était dissipée, Miss Marple savait que les ombres ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent, patiemment comme toujours, la prochaine occasion